Bonjour tout le monde, bienvenue au groupe d'entraide d'aujourd'hui qui est fait sous forme d'exposé et de temps d'échange. Le thème d'aujourd'hui, c'est une compréhension moderne de la douleur, dans laquelle on va explorer une compréhension moderne de la douleur en examinant de nouvelles idées et nouvelles approches pour mieux la gérer. Nous allons aussi discuter de son application concrète dans nos activités quotidiennes, offrant des perspectives pratiques pour améliorer votre qualité de vie malgré les défis de la douleur chronique. Votre animateur aujourd'hui est Nathan Aujar, physiothérapeute, et moi, Caroline Laliberté, je suis là comme co-animation, donc je suis là vraiment pour gérer la partie plus technique et finalement aussi pour à la gestion des questions à la fin de la rencontre. Donc, je vais juste aller dans le déroulement de la rencontre. Donc, le déroulement de la rencontre aujourd'hui, on va commencer avec quelques petites lignes directrices pour s'assurer que tout le monde profite au maximum de cette rencontre. Ensuite, on va consulter encore une fois quelques ressources disponibles. On essaie toujours de vous rappeler les ressources lorsque vous vous joignez à nous. Toujours intéressant de les avoir en main. On va regarder aussi tout de suite se donner une petite idée de quelles sont les prochaines dates qui nous attendent dans la programmation de la QDC. Et vous allez avoir aussi la présentation de votre animateur. Donc, je vais vous présenter votre animateur avant de lui laisser le temps de parole. Et une fois la présentation faite, on va aller en temps d'échange. Je tiens à vous aviser que la présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Donc, l'enregistrement va être disponible sous peu via la chaîne YouTube de la QDC. Ne vous inquiétez pas, la partie d'échange à la fin ne se retrouve pas dans l'enregistrement. Donc, l'enregistrement est en lieu actuellement et va se rendre jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire de la présentation de votre animateur. Une fois la présentation complétée, lorsqu'on tombe en période d'échange, on arrête l'enregistrement pour confidentialité, donc inquiétez-vous pas. Donc, nos petites lignes directrices, donc c'est les lignes qui vont nous permettre à tous et chacun de bien profiter de la rencontre aujourd'hui. Tout d'abord, mais comme je vous ai parlé, c'est confidentiel, donc on s'assure que les échanges restent confidentiels à la toute fin. On n'enregistre pas cette section-là, donc on vous demande de respecter la même confidentialité aussi pour respect de tous et chacun. On vous demande de vous respecter les uns les autres. Ici, il n'y a pas de mauvaise vision des choses. On est là pour partager, échanger. Chaque opinion est respectée et on accueille le tout dans le respect. C'est une participation qui est volontaire. Donc, il y a des gens parmi vous qui ne veulent pas nécessairement interagir, qui viennent écouter, prendre des notes, prendre de l'information. C'est correct, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment volontaire lorsqu'on veut poser des questions et échanger. On vous demande de faire preuve d'écoute active, c'est-à-dire de ne pas interrompre. Vous allez voir, oui, on vous demande de fermer les micros et tout, mais c'est sûr que vous avez un certain contrôle de rouvrir votre micro quand on va être en temps d'échange. On vous demande de ne pas interrompre naturellement et de laisser les gens s'exprimer. Aucun conseil médical va être donné durant cette rencontre, ni par les participants ou les représentants, donc les animateurs. On vous demande de faire attention au niveau de la technologie. Comme je vous ai dit, les micros, on vous demande de faire très attention à garder votre micro fermé pour éviter les bruits de fond. Même chose, le chat est là pour échanger, surtout aussi pour pouvoir poser des questions à travers le tout. Donc, on vous demande de rester respectueux dans le chat et de poser vos questions là. Si vous avez des questions pendant la rencontre, vous pouvez les préparer dans le chat. C'est juste qu'on ne les utilisera pas avant la fin dans la période d'échange naturellement. On essaie d'avoir le plus possible un temps de partage pour tous. Donc, quand vous avez à intervenir, s'il vous plaît, faire des interventions quand même concises pour permettre à tous et chacun de participer. Et naturellement, on est dans un environnement qui est sans jugement, qui est bienveillant. Donc, rester dans cette ouverture et cette écoute-là. Donc, c'est nos petites lignes directrices. Je continue en vous donnant quelques ressources qu'on donne naturellement à la QDC. On commence en vous donnant notre ressource d'appel téléphonique, donc c'est du soutien téléphonique. C'est un service gratuit et confidentiel au 1-855-douleur. Donc, vous avez cette ressource-là qui est disponible. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de la QDC pour avoir accès à cette ressource, avoir les informations. En cas de détresse émotionnelle, vous avez aussi
cette ressource, en cas de détresse émotionnelle, vous avez le 1-866-APPEL. Donc, c'est le 277-3573. Vous avez des intervenants là-bas qui sont disponibles pour aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au Québec. C'est gratuit, c'est confidentiel. Vous pouvez aussi y aller par texto. Donc, vous avez un numéro de texto aussi et vous avez du clavardage en ligne au www.suicide.ca. D'autres ressources que nous avons aussi, on a le Centre de crise du Québec, donc centredecrise.ca, qui inclut une liste de tous les centres de crise par région. Donc, ça peut vous aider à vous retrouver à ce niveau-là. Je vais essayer, là, j'essaie de ne pas prendre trop de temps sur les ressources, je vous les donne. Je vais essayer de vous les partager dans le chat. J'ai vu, quelqu'un m'a fourni un beau PDF à vous partager. Malheureusement, mon partage ne fonctionne pas actuellement pendant la présentation tout à l'heure. Je vais essayer de vous préparer ça pour vous la partager à la fin de la rencontre. Vous avez aussi le poweroverpain.ca qui est un portail surmonter sa douleur avec des ressources gratuites, des articles, des vidéos, etc. Vous avez des conseillers professionnels qui sont là aussi. Il y a aussi gérermadouleur.ca avec des ressources éducatives. Il y a Agir pour moi, qui est un programme d'autogestion de la douleur chronique avec des leçons réparties sur 8 semaines. Il y a Insight Timer. Insight Timer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application gratuite de méditation, donc qui est toujours appréciée pour la gestion de la douleur. On a aussi respireavecmoi.com, qui est un balado de méditation et de relaxation. On vous en nomme deux, entre autres, le 31 pour méditation pour calmer la douleur physique et 81 pour la relaxation pour la douleur chronique. Petit avant-goût de la suite de la programmation de la QDC. Le 16 mai à 16 h, il va y avoir la conférence provinciale Bien dormir malgré la douleur. Le 18 mai 2024, de 10 h à 11 h, on va avoir la marche provinciale Ensemble contre la douleur chronique qui va avoir lieu à Sherbrooke, Montréal et Lévis. Le 28 mai, on revient avec un GEV, exposé et temps d'échange. Cette fois-ci, le thème sera douleur chronique, quelles sont mes ressources? Et ça va être le 28 mai de midi à 13h30. Et il y a une date que j'ai mal indiquée. Je vais essayer de me la corriger pendant que je vous parle, qui est l'exposé et temps d'échange qui est prévu pour je crois que c'est le 4 juin que j'ai mal identifié. Oui, 4 juin, on me confirme à l'oreille. Donc, 4 juin, de midi à 13 h, on aura un autre GEV qui va être l'activité physique quand on souffre de douleurs chroniques. Sur ce, je vais me tourner vers notre présentation principale de la journée et commencer en vous présentant votre animateur aujourd'hui, qui est Nathan Aujar. Nathan, c'est un physiothérapeute basé au Québec avec une expertise en gestion de la douleur chronique. Il termine actuellement un doctorat à McGill et se concentre sur la recherche visant à améliorer l'éducation en gestion de la douleur pour les futurs physiothérapeutes. Il dirige également PhysioConnexion, qui est un réseau canadien visant à connecter les personnes souffrant de douleurs chroniques avec des physiothérapeutes qualifiés. Et depuis plus de 5 ans, Nathan mène de nombreuses initiatives visant à améliorer l'accessibilité aux soins en douleurs chroniques, particulièrement dans les régions éloignées. Sur ce, je vais arrêter mon partage d'écran et je laisse la parole à notre animateur aujourd'hui, Nathan. Oui, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Il y a mon chat qui est avec moi aujourd'hui, donc ça se peut que vous le voyez passer ici et là. J'espère que ça ne va pas trop vous distraire. Alors, je vais partager mon écran ici, et puis on va commencer la présentation. Donc, comme Caroline le disait, aujourd'hui le sujet, c'est une compréhension moderne de la douleur, et surtout, comment est-ce que ça peut vous aider. Donc l'objectif ici, c'est de faire une petite présentation de ce que la science nous dit sur notre compréhension de la douleur, et puis c'est d'en tirer des choses qui pourraient être applicables dans la vie de tous les jours basées là-dessus. D'accord? Donc, on va commencer par une série de présentations, et puis on aura le temps d'en discuter après. Donc, n'hésitez pas à écrire les questions que vous avez, on prendra le temps d'en discuter par la suite.
Donc, on m'a déjà présenté, mais j'avais quand même inclus une petite slide là-dessus. Donc, moi, je viens de Belgique à la base, puis j'ai fait mes études en Écosse avant d'arriver au Canada pour faire mon doctorat, que j'ai commencé en 2019. Donc, ça fait presque 5 ans. Et je me spécialise dans l'éducation des physiothérapeutes en gestion de douleurs chroniques. Avant de commencer la présentation, je tenais à répéter ce message parce qu'il est vraiment important pour moi que votre douleur est réelle et unique. Ça se peut qu'il y ait des nouveaux concepts ou que ce soit un peu différent, cette présentation, que ce que vous avez entendu auparavant. Mais l'idée ici, c'est d'en discuter avec curiosité, de dire, tiens, pourquoi est-ce que c'est différent de ce que j'ai entendu? Comment est-ce qu'on peut faire sens de ça? J'ai aussi utilisé des numéros sur toutes mes slides. Donc, si jamais il y a une question spécifique, vous pouvez toujours juste noter le numéro et puis on en parle à la fin. Alors, j'ai divisé cette présentation ici en 3 parties. La première, ça va être une compréhension moderne de la douleur. On va discuter de cette compréhension pour une application pratique pour la douleur persistante, avant de décrire une approche à la gestion de la douleur basée là-dessus. D'accord? Et quand j'ai la note, c'est pas juste moi et Physioconnexion, c'est plus globalement les gens qui comprennent la douleur chronique. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Donc, il y a eu pas mal de changements en termes de comment est-ce qu'on conceptualise la douleur au cours des 30 dernières années. Malheureusement, ça apparaît pas toujours dans les soins qu'on reçoit. Donc ici, c'est pour partager un petit peu ce que la science nous dit, puis au fur et à mesure, c'est en train de s'améliorer, et les professionnels de la santé sont en train de mettre à jour leurs connaissances, mais ça prend toujours du temps, malheureusement. Donc la façon de penser initiale de la douleur, c'est que la douleur, c'est un signe de dommage. Et c'est assez intuitif. On apprend dès qu'on est petit, si on pose la main sur quelque chose de chaud, on se brûle, il y a une brûlure, il y a de la douleur. On associe les deux ensemble, et on pense que c'est un bon indicateur de dommage. Ou même chose, si jamais on se tord la cheville, on a peut-être quelques ligaments un petit peu déchirés, on a un petit peu mal, puis on guérit, la douleur s'en va. Donc on associe les deux ensemble et on se dit, tiens, la douleur, c'est une bonne mesure de dommage. Quand les scientifiques ont commencé à réfléchir un petit peu à ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques incohérences, des choses qui faisaient pas vraiment sens. Je sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà eu une coupure de papier. C'est tout petit, mais ça fait extrêmement mal. Il y a très peu de dommages. On touche à peine la première couche de la peau. Et pourtant, c'est quelque chose qui fait vraiment mal. Donc là, il n'y a pas beaucoup de dommages, mais beaucoup de douleurs. Comment est-ce qu'on peut faire sens de ça? Il y a ici une étude de cas qui a été publiée dans le journal médical du Royaume-Uni. C'est un journal assez prestigieux. Ils ont décrit ce travailleur qui avait sauté juste d'un échafaudage où il était, et puis il a atterri sur un clou. On voit le clou ici, c'est la photo du pied de monsieur, qui avait transpercé sa botte complètement. Donc là, il voit ça, il hurle de douleur. Il a tellement mal qu'ils doivent appeler l'ambulance, qu'ils doivent l'emmener à l'hôpital et qu'ils doivent le mettre sous anesthésie totale, générale, pour pouvoir retirer le clou. D'accord? Il avait tellement mal qu'on ne pouvait pas toucher la botte sans qu'il hurle de douleur. Donc là, il commence à découper la botte et puis il se rend compte que le clou était passé entre les 2 orteils. Il n'y avait pas de dommage. La personne n'avait aucun dommage physique et pourtant la douleur qu'il a expérimentée était réelle et très intense. Donc, comment est-ce qu'on fait sens de ça? Pas de dommage, mais de la vraie douleur. Puis, il y avait une étude qui a été faite il y a quelques années où on mettait un stimulus vraiment froid sur le dos de la main de participants. D'accord? Et ce stimulus avait pour but de donner un petit peu de douleur. D'accord? Et tout ce qu'on avait changé entre 2 groupes, c'était la lumière. Soit c'était une lumière rouge, soit c'était une lumière bleue. C'est tout ce qui changeait. C'était la même intensité. On a changé un petit peu les participants, on a fait avant, après pour comparer. Et on s'est rendu compte que les gens dans le groupe avec la lumière bleue avaient moins mal en moyenne que les gens qui avaient la lumière rouge. Alors que c'est la même stimulus, donc la même techniquement intensité de dommage, mais ça peut donner des réponses différentes en changeant un seul facteur, la couleur. Donc on a commencé à comprendre la douleur d'une façon un petit peu différente basée là-dessus. On pense que la douleur, ce n'est pas une bonne mesure de dommage, mais c'est plutôt une mesure de protection. Donc on conceptualise maintenant la douleur comme un système de protection qui est activé par une preuve crédible de danger. Et ça, c'est pas une décision qu'on prend de façon consciente, je tiens à préciser. C'est pas nous qui décidons d'avoir mal. C'est un système qui est là pour nous protéger, comme le système qui fait changer nos battements cardiaques en fonction de la demande de l'activité ou pas. Là, c'est en fonction du danger ou pas, mais ça va modifier ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent. Et c'est basé sur tout un tas de facteurs. Ça peut être sur des expériences passées, sur la génétique,
sur les pensées, les croyances, la culture, la physiologie, et tout un tas d'autres qu'on n'a pas encore découvert. Tous ces facteurs-là, ils vont contribuer à l'expérience de la douleur. D'accord? On ne peut pas tout mettre le dos sur un seul de ces facteurs, c'est une combinaison de ces facteurs. Et puis, cette décision, elle est faite de manière inconsciente et instantanée. Donc, encore une fois, ce n'est pas un truc qu'on peut juste contrôler en disant je vais arrêter de penser comme ça. Non, ce n'est pas un truc qui est conscient, c'est un système qui est inconscient et qui fait ça tout le temps de manière instantanée. Donc, pour résumer un petit peu ce concept, je vais utiliser ce que j'appelle le protectomètre. Ce que j'appelle, ce que des chercheurs appellent le protectomètre. Donc, on essaye d'imaginer cette échelle qu'on a en nous. Euh, D'un côté, on a une perception de danger très basse, où on n'a pas besoin de protection. Et puis de l'autre côté, on a un danger très élevé, où on ressent vraiment un besoin de protection. Puis on peut imaginer un indicateur qui glisse de haut en bas, en fonction du danger et de la sécurité qu'on perçoit. Donc quand il y a beaucoup de danger et pas beaucoup de sécurité, ben, ça va aller vers le haut. Et quand on n'a pas beaucoup de danger et qu'on se sent vraiment en sécurité, ben, ça va aller vers le bas. On rajoute à ce protectomètre un seuil. Un seuil qui, quand on le traverse, on a de la douleur. Et quand on reste en dessous, il n'y a pas de douleur. Donc ce seuil, il est un peu imaginaire et il est vraiment unique à chaque personne et il change tout le temps. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est constant. On dit, tiens, moi j'ai ce seuil-là de douleur, ça va être ça pour le reste de ma vie. C'est quelque chose qui est tout le temps en variation. Mais quand on franchit ce seuil, c'est là où on ressent de la douleur. Quand on est en dessous de ce seuil, c'est là où il n'y a pas de douleur. Donc là, je vais laisser un petit moment de réflexion. D'accord? Donc, on laissera les questions pour la fin de la présentation, mais je vais vous demander juste de noter une ou deux questions que vous avez sur tout ce qu'on a discuté pour l'instant. D'accord? Donc, je vais laisser juste une petite minute pour essayer de résumer un petit peu ce que j'ai dit, voir si tout fait sens, et puis on va en discuter ensemble à la fin. Ouais, donc j'espère que vous avez pu noter quelques questions intéressantes ou quelques notes pour vous. On va ensuite discuter un petit peu de qu'est-ce qui rentre dans l'équation du protectomètre. Donc on a ce qu'on appelle les DEMS, les dangers en moins, et les SEMS, les sécurités en moins. Donc les dangers en moi, c'est quelque chose qui peut être dangereux pour les tissus de mon corps, pour ma vie, mais aussi pour ma façon de vivre, peut-être mon travail, ma, comment est-ce que j'appelle ça, le fait d'être heureux, la fonction journalière, en fait, tout ce qui touche à notre personne. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus large que juste mes tissus ou pas, une blessure physique ou pas. C'est aussi, est-ce que ça impacte moi en tant que personne et ma capacité future? Puis les sécurités en moi, c'est tout ce qui nous rend plus forts, rend mieux, plus en santé, plus confiants, plus capables et plus certains de nous. Donc, encore une fois, ça touche pas juste au niveau des tissus, oui, renforcer, ça pourrait rentrer là-dedans, mais aussi en tant que personne. Et donc, ici, on pourrait résumer les différents DEMS et SEMS en 7 catégories différentes. On va avoir les sens. Donc, par exemple, si jamais on regarde un scan ou bien les sons du dentiste, peut-être que ça va contribuer à une sensation de danger en nous. Ça va être une atteinte à notre personne, ou perçue comme telle par le système de protection. Peut-être qu'en tant que le scan est bon, ou bien recevoir un massage doux, c'est quelque chose de positif ici. Ça peut être vos actions. Juste prendre des médicaments, ou bien juste rester à la maison. Pour certaines personnes, ça pourrait représenter un petit peu de danger en moins. Par contre, hein, petite faute de frappe ici, faire des exercices doux, ou bien comprendre sa douleur, ça peut être des choses qui augmentent ce sentiment de sécurité. Ça peut être vos paroles. Je veux dire, c'est juste l'âge, ou j'ai la fibromyalgie. Pour certaines personnes, ça peut renforcer un petit peu cette sensation de danger ou d'atteinte à la personne. Alors que dire il y a de l'espoir, ou bien je comprends ce qui se passe, ce sont des choses qui peuvent contribuer à ce sentiment de sécurité en nous. Tout ça, c'est des exemples vraiment individuels. D'accord? Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que vous dites X ou Y que ça s'applique à vous nécessairement. C'est juste pour vous donner un petit peu des exemples de à quoi ça pourrait ressembler dans certains contextes. Ça peut être vos pensées et vos croyances.
Se dire que la douleur, c'est pour toujours, ou bien mon assurance veut ma peau, c'est facile d'imaginer comment ça peut contribuer à un sentiment de danger. Alors que savoir, par exemple, que les os guérissent en 6 semaines, ou bien avoir une confiance dans le prestataire des soins de la santé, dans le professionnel ici, ça peut être quelque chose de positif. Ça peut être les endroits où vous allez, l'hôpital, le bureau du chirurgien, ou bien ça peut être, en termes de sécurité, l'hôpital, ou bien coordonnance avec un ou une amie. Et vous voyez ici que l'hôpital, ici, ça peut être quelque chose de positif ou de négatif. Ça dépend vraiment du contexte et de votre expérience personnelle. C'est facile d'imaginer un contexte où aller à l'hôpital, si jamais on a eu des mauvaises expériences, si à chaque fois qu'on y va, on a des mauvaises nouvelles, ou bien qu'on ne se sent pas écouté par notre professionnel de la santé, ça n'a pas vraiment contribué positivement à notre expérience. Alors que si jamais, à chaque fois qu'on y est allé, on a bien été accueilli, on s'est senti écouté, on a des solutions qui sont mises en place, ben, ce serait quelque chose de vraiment plus positif. D'accord? Donc, encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment individuel. Pour certaines personnes, ça peut être utile, pour d'autres. Ça peut être les personnes dans votre vie. Vous pouvez imaginer un voisin curieux, ou bien un prestataire obsolète, donc quelqu'un qui est dépassé un petit peu par la science, en termes de professionnel de la santé. Ou bien ça peut être des amis qui vous comprennent, et un prestataire qui est à jour. Puis ça peut être ce qui se passe dans votre corps aussi, soit la dépression, l'anxiété, l'inflammation aiguë, par exemple, ou bien la joie, l'optimisme. Et encore une fois, l'inflammation aiguë, on voit que ça peut être quelque chose de positif ou de négatif. Ça peut être quelque chose d'associé à positif quand on sait que ça fait partie du processus de guérison. Quand on sort une cheville, l'inflammation ici va commencer et faciliter le processus de guérison. Ça peut aussi être quelque chose qui contribue à sensibiliser un peu les tissus et contribuer à ce côté de danger. Donc là, je vous propose encore une fois de réfléchir et noter un petit peu aux, euh, aux DEMS et SEMS qui sont dans votre vie. C'est quoi les éléments ici qui contribuent, selon vous, à votre expérience de la douleur, en positif ou en négatif? Et c'est parfois compliqué à trouver. Donc, je tiens à vous préciser, c'est correct si jamais vous n'êtes pas sûr. Il y en a qui sont plus évidents que d'autres, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de faire, d'avoir cette petite réflexion. Et c'est là où avoir des professionnels de la santé qui vous aident peut être vraiment pertinent ici. Je vais aussi raconter une petite histoire qui est racontée par un professeur en gestion de douleur euh, qui voyait un patient qui parlait de son dos comme les ruines de Pompéi, les ruines romaines. Et c'était quelque chose qui était tellement intégré dans sa façon de communiquer autour de sa douleur qu'il y avait énormément de DEMS associés à ça. Par exemple, euh, cette personne et sa femme avaient des photos des ruines romaines affichées dans leur maison en référence à ça. Et cette personne se disait, un jour, je vais aller voir les vraies ruines romaines, parce que j'en parle tout le temps de celles dans mon dos, mais je vais aller voir les vraies. Donc, il y avait tellement de facteurs qui contribuaient un petit peu, qui nourrissaient cette approche ou cette compréhension de la douleur qui n'était pas forcément positive ou utile ici. Donc, il y avait plein de petits DEMS tout le temps, en disant, tiens, j'ai regardé ça, ça me fait penser à mon dos, ça fait penser à l'état de mon dos, on en discute. Donc, je trouve ça vraiment intéressant pour montrer un petit peu à quel point ça peut prendre des formes variées, et à quel point ça peut être individuel ici. Donc, si on revient un petit peu au protectomètre, on va avoir l'indicateur qui va monter vers le haut quand il y a plus de DEMS et moins de SEMS. D'accord? Donc, on a les 7 types ici. Donc, plus de danger, moins de sécurité, ça va augmenter. Et quand on a moins de danger et plus de sécurité, c'est là où ça va descendre. Comme je disais, il y a toujours le seuil qui est ici. Quand on le traverse, c'est là où il y a la douleur. Et quand on reste en dessous, c'est là où on ne ressent pas de douleur. Maintenant, si on revient un petit peu aux incohérences, comment est-ce qu'on peut expliquer les 3 exemples que j'ai donnés avec cette nouvelle compréhension de la douleur? Si jamais on regarde les coupures de papier ici, c'est quelque chose qui est vraiment minuscule en termes de dommages. Donc, il ne devrait pas y avoir beaucoup de protection requise. On sait que les mains sont quelque chose qu'on utilise tout le temps, dans la vie de tous les jours. C'est vraiment important pour notre survie. Sans les mains, on ne peut pas manger, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, le corps, il va mettre les mains à un plus haut niveau de protection de base qu'une autre partie du corps. D'accord? Donc, ce qui fait qu'une petite blessure à la main, mais ça va générer beaucoup de douleur. L'histoire du clou ici, je pense que c'est assez facile de comprendre
à quel point il y avait des dangers perçus par la personne qui venait de sauter sur un clou. Il voit le clou qui traverse sa botte, tout le monde est en train de crier autour. C'est normal que le système de protection soit dit, OK, on va mettre de la douleur partout, juste pour être sûr. On va en mettre plein, on touche à rien. D'accord? Ça a été fait vraiment sur le moment, basé sur tous les facteurs ici. Quelque chose n'allait pas, on va mettre la protection juste pour être sûr. Puis au final, le corps s'est trompé, il n'y avait pas eu besoin de protéger parce qu'il n'y avait pas eu de dommage, mais la douleur que la personne a ressentie était réelle, 100%. Puis il y avait des expériences sur la lumière, avec la lumière bleue et rouge. Ici, c'est quelque chose qui, selon la théorie, serait un peu plus d'un point de vue évolutionnaire. On a tendance à associer le rouge avec quelque chose de dangereux, soit du sang, du feu, le bleu avec quelque chose de plus calme, plus doux, plus froid. Ce qui fait que, potentiellement, ça, quand il y a quelque chose de rouge associé avec un stimulus qui peut être douloureux, ben, on ressent une expérience plus importante parce qu'il y a plus de danger qui est perçu. Voilà, ça résume un petit peu la compréhension donc, moderne de la douleur ici. Maintenant, vous peut poser la question, ok, c'est très gentil tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la douleur persistante? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Avec la douleur qui persiste, on se retrouve dans un système qui est hyper protecteur. Donc le système protecteur de base, il est vraiment haussé vers le haut, il devient hyper protecteur. Donc il peut réagir par exemple à des choses qui ne constituent généralement pas une menace. Le fait de se pencher vers l'avant, de se déplacer un peu, ou même de penser à un mouvement, ça peut évoquer une réponse protectrice générée de la douleur. Il peut répondre beaucoup plus rapidement aux menaces. Donc ça peut être quelque chose qui, avant, il fallait imposer un stress pendant longtemps. Maintenant, il suffit d'un petit mouvement pour déclencher cette douleur. Ça peut avoir une réponse beaucoup plus forte. Se dire, tiens, avant, si je faisais un mouvement, peut-être que j'avais un peu de douleur, maintenant j'en ai beaucoup plus. Pour le même mouvement, la même menace, entre guillemets. Ça se peut que la réaction dure plus longtemps. Une réponse qui aurait duré 1 ou 2 journées, maintenant dure des semaines, des mois. C'est un peu comme un système d'alarme, mais qui a été déréglé vers le haut, qui est devenu trop sensible. Donc maintenant, il va sonner quand le vent souffle au lieu de quand quelqu'un entre dans la maison. Il va sonner en 5 secondes, alors qu'avant, il donnait un décompte de 5 minutes, par exemple. Il va sonner beaucoup plus fort. Au lieu de juste alerter la police, il va réveiller tout le voisinage. Ou bien il va sonner pendant 10 heures plutôt que 10 minutes. C'est juste pour conceptualiser un petit peu ça, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble ici. Donc, si on reprend le protectomètre, à quoi est-ce que ça ressemble quand la douleur est là depuis longtemps, quand on a un système qui est hyper protecteur? Mais ça se peut que le seuil soit beaucoup, beaucoup plus bas qu'avant. Pour une raison ou une autre, il est vraiment descendu. Il faut un rien pour l'hériter, pour le déclencher. Ou bien, ça se peut que l'indicateur soit tout le temps très élevé. Donc, il est tout le temps dans cette phase de surstimulation, de déclencher de la douleur. Et en général, ça va être une combinaison des deux. D'accord? Donc, j'ai présenté ça comme l'un ou l'autre, mais en général, ça va être une combinaison des deux ici. C'est juste pour expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut euh, démontrer ça ici. Si on prend à quoi ça ressemble une blessure habituelle versus un endroit où il y a une hypersensibilité du système nerveux, du système protecteur, initialement, on a une blessure et on s'attend au fur et à mesure des jours, semaines et mois que la douleur, elle, diminue, étant donné que les tissus sont en train de guérir. Donc la douleur associée au tissu devrait réduire aussi. Pourtant, ça se peut que dans certains cas, il y a mon chat qui vient d'avoir sa nourriture, euh, ça se peut que dans certains cas, le système d'hypersensibilité, le système nerveux devienne hypersensible et continue à générer de la douleur, alors que les tissus sont en guérison. Donc, pour montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler d'une façon un peu plus conceptuelle, on réfléchit aux contributeurs d'une douleur. Peut-être initialement, on se tord la cheville. Le contributeur principal dans notre expérience de la douleur, ça va être la blessure en tant que telle. S'il y a des dommages, un ligament, quelque chose comme ça, c'est ça qui va y contribuer. Ça se peut que les pensées qu'on va avoir, les expériences passées, l'anxiété peut-être qu'on éprouve par rapport à ça, la génétique, les systèmes nerveux, tout ça, ça va jouer un rôle aussi dans la douleur. Il n'y a pas une douleur qui est juste biomédicale, juste sur la blessure. Il y a toujours plein de facteurs qui rentrent en jeu.
D'accord? C'est juste qu'ils sont peut-être moins importants pour commencer. Puis quand la douleur persiste, on se rend compte que la blessure en tant que telle, elle prend une moins grosse partie dans ce qu'on ressent. Donc ça ne change pas ce qu'on ressent. Je tiens à préciser, vous avez toujours la même douleur, mais les contributeurs ici changent un petit peu. Ce qui fait qu'après 6 mois, 1 an, la blessure, en général, elle est réglée. Ou bien le corps, il s'adapte. Par contre, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu et qui vont continuer cette hypersensibilité du système de protection. Ça peut être les pensées, ça peut être l'anxiété, ça peut être le système nerveux en tant que tel ici. Donc ça, c'est juste un exemple, d'accord? Je tiens à préciser que chaque personne va avoir une variation différente de tous les facteurs. C'est juste pour démontrer, souvent quand la douleur persiste, au-delà des temps attendus pour une guérison de dommages, de tissus, en général, c'est que le système nerveux a pris un petit peu le dessus, combiné avec, par exemple, les pensées, l'anxiété, etc. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on a une blessure initialement. Je vais essayer de donner un petit peu une ligne du temps pour voir un petit peu comment est-ce que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre ici. Donc, on a une blessure. Le système nerveux, il s'active, il met de la douleur. Le processus de guérison commence. D'accord? Donc, en général, les tissus guérissent et le corps s'adapte. Puis, dans un cas, le système nerveux, il se calme, ce qui fait qu'on augmente l'activité, qu'on ressent moins de douleur. Et ça nous dirige vers un retour à la normale. Dans d'autres cas, le système nerveux reste activé. Pourquoi exactement? On n'est pas sûr. Il y a plein de facteurs différents qui peuvent peut-être expliquer une partie de ça, mais c'est toujours un mystère de savoir exactement pourquoi c'est arrivé. Par contre, on sait que ça peut lier à une douleur qui persiste, ça peut lier à une réduction de l'activité et une hypersensibilité du système nerveux. Et c'est un sorte de cercle vicieux ici. Vu qu'on fait moins, on a plus mal, le système reste hypersensible. C'est une sorte de cercle vicieux ici. Si je reviens un petit peu vers la notion du système hyperprotecteur, donc un système qui réagit à des choses qui ne constituent pas une menace, qui réagit plus rapidement aux menaces, qui répond aux menaces d'une manière plus forte, et une réaction qui dure plus longtemps. Je me demande si vous avez des exemples. Donc encore une fois, je vous invite à l'écrire, juste une petite note, on pourra en discuter par la suite, ou bien juste de réfléchir en disant, tiens, c'est vrai que dans ce contexte-là, je me rends compte que mon système, il est un petit peu trop sensible. Donc, je laisse brièvement réfléchir là-dessus. Puis basé sur cette compréhension de la douleur, comment est-ce qu'on peut avoir un traitement efficace? Par exemple, en physiothérapie, c'est mon domaine d'expertise, donc je peux en parler comparé à la psychologie, par exemple. Euh, mais l'approche va être vraiment similaire en termes de conceptualisation. Donc, pas nécessairement en termes de traitement, parce qu'un psychologue, ça va être différent d'une physiothérapeute, c'est sûr, mais l'approche va être quand même similaire. On va viser à faire deux choses. L'idée ici, ça va être de rééduquer le système de douleur, le système de protection. D'accord? Donc, soit on va essayer de calmer un petit peu les choses qui contribuent, donc de réduire les facteurs contributeurs pour essayer de faire passer l'indicateur en dessous du seuil. Ou bien, on va essayer d'augmenter le seuil à nouveau, en augmentant progressivement notre tolérance à certains mouvements, à certaines activités, petit à petit. Et c'est là où identifier les sécurités en moi et les dangers en moi est vraiment important. Parce qu'une fois qu'on a une compréhension de tous ces facteurs-là, on peut se dire, OK, toutes les choses qui contribuent à un sentiment de sécurité en moi, on a A, B et C, lesquelles est-ce que je peux essayer de vraiment augmenter, de faire de façon plus fréquente, pour augmenter son impact, pour qu'on se sente mieux, plus souvent, plus longtemps. Puis dans les contributeurs, au niveau de danger en moi, quels sont ceux que je peux modifier, quels sont ceux que je peux retirer, puis quels sont ceux que je vais devoir juste passer à travers. Et même pour cette troisième option, passer à travers certains, c'est important de revenir vers les choses qui nous font du bien. C'est d'avoir une trousse de secours, par exemple, dire, tiens, je sais que je vais devoir faire ça et je sais que ça va augmenter ma douleur. Qu'est-ce que je peux faire pour atténuer l'impact? Ce ne sera pas toujours possible d'arrêter ou de modifier un, un DEMS, mais on peut essayer de minimiser l'impact que ça peut avoir sur notre douleur aussi.
On arrive à peu près à la fin de la présentation ici. Je serais curieux si vous pouviez écrire deux, trois conclusions basées sur cette présentation-là. Encore une fois, on pourra en discuter dans un moment. Juste pour vous poser un petit peu la question, c'est quoi que vous en retirez de cette présentation? Et idéalement, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire basé là-dessus? Puis si ce n'est pas déjà fait, je vous donne aussi un petit devoir de trouver vos DEMS et vos SEMS. On va pouvoir en discuter ensemble, un petit peu à quoi ça ressemble. D'accord? Si jamais vous avez envie de partager un exemple pour vous, tant mieux. Euh, Pas d'obligation là-dessus, mais c'est toujours intéressant de savoir à quoi ça peut ressembler. Puis j'aimerais terminer ici la présentation en disant qu'il y a de l'espoir. Et je dis ça pas de manière naïve, optimiste, je dis ça basé sur ce que la science nous dit. On comprend de mieux en mieux la douleur. Il y a des stratégies qui sont efficaces pour aider à revivre une vie qui fait sens pour nous, à augmenter notre capacité à faire des activités, à se sentir mieux. Ça, je le dis avec certitude, basé sur ce que la science nous dit. Je pense que ça conclut ma présentation. Merci beaucoup.